Bonjour Sophie Vanish. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir chez vous. Vous êtes historienne, spécialiste de la Révolution française. Vous avez publié en février dernier Le Radeau démocratique, chronique des temps incertains, aux éditions Ligne. Avant de revenir sur l'analyse de notre époque, que vous décortiquez à travers l'histoire, j'ai une première question pour vous, que je pose tous les jours à mes invités. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un autre regard, c'est le regard d'une traversée, puisqu'on a parlé du radeau démocratique, c'est des choses que j'ai commencé à écrire en 1995, quand on promenait des petits Jupéus Diplodocus dans les manifestations. Et en 2016-2017, des gens qui se pensaient à gauche ont appelé à voter Juppé aux primaires. Et voilà, on est à la fin de cette séquence. Et donc peut-être que quand on a traversé de 95 à 2017 en passant par Nuit debout et par bien sûr toutes sortes d'événements, c'est une sorte d'expérience de cette traversée qu'on a envie de proposer. Voilà. Alors quand on voit que l'accès au second tour, justement, s'est joué à quelques milliers de voix, que l'élection du président de la République s'est faite en opposition à Marine Le Pen et que le nouveau président étant gouverné par ordonnance, sans passer par la représentation nationale, ça dit quoi de notre système démocratique, Sophie Vanish? Le fait que la gauche n'ait pas réussi à se hisser à un second tour, Par exemple aussi. je ne sais pas ce que ça dit du système démocratique. Ça dit quelque chose de la gauche en décomposition et de sa difficulté à fabriquer à la fois une pluralité et une unité. Et que ce qu'on peut attendre d'une gauche démocratique, c'est ça, c'est de fabriquer à la fois une pluralité et une unité. Alors évidemment, les institutions de la Ve République produisent des effets que l'on dit pervers, mais qui sont là depuis toujours et qu'on commence seulement à dénoncer, qui est en fait de hisser certaines figures dans une logique finalement qui est très peu démocratique, qui est la logique de s'identifier à un homme ou de considérer qu'un homme va pouvoir diriger le pays. Et donc il y a là quelque chose qui n'est pas propre à la question de la gauche, mais que la gauche n'a jamais su contourner. L'urgence démocratique, c'est la raison pour laquelle vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon? La Non, Sixième République? j'ai soutenu d'une manière tardive, parce que je suis en désaccord assez profond avec les théoriciens qui nourrissent la campagne actuelle de France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, à savoir Chantal Mouffe et Ernest Laclos, et la question du populisme. Je pense que c'est le contraire de l'articulation, du pluralisme et de l'unité. C'est l'identification, que ce soit à des énoncés ou à un homme, sans élaboration vraiment nourrie, et en tout cas sans volonté de fabriquer autre chose qu'une frontière entre eux et nous. Et l'absence d'unité, c'est cette frontière entre eux et nous. Alors après, le nous peut être désirable, peut-être qu'il est à un moment donné nécessaire, mais je pense que plus les frontières sont poreuses, mieux ça vaut. Et plus le débat est nourri entre gens qui ne sont pas a priori d'accord, mieux ça vaut. Après, il n'y a pas de leçon à donner. Je pense qu'une campagne politique, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, qui suppose énormément d'énergie. Et chacun, à un moment donné de son histoire et de l'histoire, fait des choix qui sont cruciaux et que, je pense, on n'a pas à évaluer avec trop de regard assuré. Voilà, je pense qu'il faut constamment maintenir du doute et je n'ai pas de proposition alternative. Donc à un moment donné, dans l'offre qui était la nôtre, j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux parce que le programme est pas si mal. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais quand même, c'est le lieu d'une formation discursive en train de se constituer qui est forte. Vous direz qu'il a réveillé la gauche quand même, Jean-Luc Mélenchon? Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il a réveillé un désir d'adhésion à un système électif du côté du mouvement populaire. Mais la gauche, ça n'existe pas, et donc on ne peut pas réveiller la gauche. Mais il a réveillé quelque chose pour que, effectivement, les meetings soient aussi importants. Voilà. Après, la modalité, moi, ça ne me convient toujours pas. Voilà. Après, ça ne me convient pas à moi. Bon, très bien, ça peut convenir à plein d'autres, et il faut rester ouvert à la situation. Donc, dans la situation qui était la nôtre, je regrette que Mélenchon ne soit pas arrivé au second tour, effectivement. On l'a appris hier, il n'y aura pas d'accord visiblement entre les insoumis et les communistes. Ça vous paraît cohérent? Ça vous met en colère? C'est irresponsable? Disons que dans l'immédiateté, je pense que ça ne va pas permettre de se battre au niveau du Parlement. Donc ça veut dire que la logique n'est pas parlementaire.
si la logique n'est pas parlementaire, je pense qu'il faut avoir des réserves de subtilité et de finesse pour ne pas en arriver à une situation de grande violence dans les rues. Donc voilà, je ne sais pas si ça me met en colère, ça me laisse perplexe. Je peux l'entendre, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement les vieux appareils peuvent ne pas être désirables aujourd'hui pour des gens qui essayent de transformer la donne. Mais je pense qu'il aurait pu y avoir une logique d'élaboration qui ne passe pas par les appareils et qui passe quand même par des individus en trouvant un autre nom. Peut-être que ça a déjà été tenté quand il s'agissait du Front de gauche et qu'il y a des tentatives qui laissent des traces amères et qu'on ne peut pas recommencer. Mais dans la configuration, effectivement, on risque d'avoir une chambre monocolore. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du peuple. Le peuple a été très présent dans cette campagne. C'est quoi le peuple? C'est qui le peuple, Sophie Daniche? Alors c'est une vaste question, la question du peuple. Pour le coup, là, je vais me poser en historienne de la période révolutionnaire. Le peuple, pour les révolutionnaires, c'est l'universalité des citoyens. Alors que ça veut dire que c'est l'ensemble des personnes qui, dans un pays donné, participent à la vie civique, citoyenne de ce pays. Mais à un moment donné, dans les énoncés révolutionnaires, quelqu'un comme Collot d'Herbois, par exemple, dit le peuple, c'est-à-dire la classe immense du pauvre. Et donc le peuple, c'est ce qui à la fois incarne la citoyenneté, mais dans un pays démocratique, incarne aussi cette part immense du pauvre qui doit faire valoir ses droits face à des dominants. Et donc le peuple, c'est normalement ceux qui supposent de s'opposer à une domination. Aujourd'hui, le mot est récupéré à la fois par l'extrême droite et par le libéralisme, ce qui fait qu'on n'est que sur la valence l'universalité des citoyens. Et du coup, avec cette universalité des citoyens, ce qui se perd avec le Front National, mais aussi avec Macron et ses drapeaux devant la pyramide du Louvre, c'est le fait que cette universalité des citoyens, c'est un rapport à la loi, c'est pas un rapport à l'identité. Et ce qui aujourd'hui est proposé, c'est un peuple identitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement réactionnaire. Donc le mot peuple ne dit pas aujourd'hui des choses limpides. Et donc sans réclamer, sans explicitation, c'est complexe. Vous dites que le peuple n'est pas une collection d'habitants en colère, qu'il est une institution de l'être au monde politique et qu'il vise ce peuple à la liberté, c'est-à-dire les conditions d'un bonheur commun. Pourquoi le peuple vote-t-il aujourd'hui pour des candidats enfin, en tout cas, pourquoi vote-t-il contre ses intérêts, ce peuple? Quand on voit les scores de Macron, de Fillon, de Le Pen. Parce que je dirais que les intérêts, même la formulation des intérêts, c'est une formulation comme s'il n'y avait pas d'idéologie, comme on disait dans les années 70. C'est-à-dire comme si les choses étaient limpides pour savoir où sont ses intérêts. Et je ne pense pas qu'il vote contre ses intérêts, je pense qu'il ne les discerne pas comme on imagine qu'il devrait les discerner. Et donc pourquoi il ne les discerne pas? C'est justement que cette logique identitaire lui fait choisir d'éliminer des concurrents plutôt que de penser la liberté comme la coalescence de libertés plurielles. Et donc c'est en fait la conception de la liberté idéologique actuelle qui fait de la liberté en fait le lieu de la guerre de tous contre tous, le système de la rivalité où la liberté de l'autre fait obstacle à la mienne, alors que pour pouvoir être du côté des intérêts que vous évoquiez, il faudrait une liberté comme non-domination, c'est-à-dire qu'on considère que l'autre est un moyen d'atteindre le bonheur et pas un obstacle à mon bonheur. Donc c'est quelle conception de la liberté? Du coup, ces intérêts, ils ne sont pas lisibles immédiatement, ils sont fonction de l'idéologie qui circule dans un pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement à l'échelle du pays, c'est à l'échelle monde qu'on est dans une logique de rivalité permanente. Donc la question des intérêts, du coup, se déplace et il y a effectivement un clivage qui n'est pas celui qu'on pourrait souhaiter. C'est un révolutionnaire, Emmanuel Macron, Sophie Daniche? Lui-même reprend le vocabulaire de la gauche, de Gramsci. Le problème, le mot révolution a été une première fois en France extrêmement galvaudé par le régime de Vichy. Quand on parle de révolution nationale et pas de contre-révolution nationale, en fait, on falsifie le mot révolution en pouvant lui donner une valence soit réactionnaire, soit inventive et capable de proposer des mondes nouveaux.
Donc aujourd'hui, le mot est devenu confus, à la fois dans cet héritage et aussi dans l'héritage de ce qu'on a appelé dans l'historiographie la révolution industrielle et aujourd'hui la révolution numérique. Donc en fait, on confond les transformations technologiques et les transformations de modalités d'organisation des mondes, par exemple, du travail ou du monde de la production, et la question de la révolution comme projet d'un ethos démocratique à faire venir. Et du coup, le mot révolution perd de sa consistance du côté gauche, enfin du côté de ce qu'elle a été, par exemple, avec la Révolution française, mais aussi avec la Révolution de 48, avec ce que peut être un mouvement révolutionnaire quand il est aspiration à un monde autre et un monde meilleur. C'est ça la révolution. Être révolutionnaire aujourd'hui, c'était la question hier de Annie Coupé, qu'on recevait dans la Midinale. Elle vous demande, ça veut dire quoi être révolutionnaire en France aujourd'hui? Non, elle me demandait plus exactement comment on pouvait faire une révolution aujourd'hui, il me semble. C'était plutôt la question du comment. Et je pense que cette question du comment est effectivement la bonne question. Et moi, je n'ai pas évidemment de ressources magiques. Et il faut toujours un peu de magie, comme dirait Jean-Paul Sartre, pour qu'il y ait de la révolution. Mais avant qu'il y ait de la magie, il y a des choses qu'on peut observer comme historien. Et le phénomène révolutionnaire s'articule à la mise en place en premier lieu d'une formation discursive partagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce discours idéologique, eh bien, il doit être balayé par un autre discours idéologique plus puissant, qui produise plus d'adhésion, qui soit capable de dénaturaliser l'adversaire, voire de renaturaliser une autre idéologie qu'on considérerait comme celle qui est d'évidence. Et ça, c'est un travail de longue haleine, et sur cette part-là, il me semble qu'on a perdu, et que le populisme fait perdre aussi. Voilà. La deuxième chose qu'il faut, c'est qu'à cette formation discursive, qui peut être produite dans les théâtres, comme avec l'exemple que vous allez recevoir demain, qui peut être produite dans les livres de savants, ce que j'essaye de faire avec d'autres collègues, qui peut être produite dans la presse, produite dans les romans, enfin, il y a 1000 lieux pour que cette formation discursive prenne place. Et à la veille de la Révolution, la formation discursive, par exemple, sur les droits de l'homme et du citoyen, même si ce n'était pas formulé exactement comme ça prenait place partout. Donc il y a quelque chose qui doit, à un moment donné, trouver à s'installer dans les esprits. Et ensuite, il faut que ça soit accroché à une formation sociale qui soit suffisamment variée. Suffisamment variée, ça veut dire qu'on ne peut pas croire qu'on fait une révolution uniquement avec la classe immense du pauvre. Ça, c'est pas vrai. On fait une révolution avec des transfuges, avec des gens qui appartiennent à une autre classe et qui considèrent qu'ils ont nécessité de ne plus adhérer à l'idéologie de leur classe parce qu'elle est illégitime, parce qu'elle les dégoûte par exemple, parce qu'elle est éthiquement inacceptable pour eux, et qu'ils vont du coup proposer autre chose et en même temps amener des forces, que ce soit des forces pécuniaires ou des forces intellectuelles ou des forces sociales au sens des lieux, enfin il y a toutes sortes de choses qui vont avec les transfuges. Et il n'y a pas eu de révolution sans transfuges. Clisthène l'Athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un aristocrate. Mirabeau, c'est un noble. Sieyès, c'est quelqu'un qui appartient au clergé en tant qu'ordre privilégié. Et donc ces grandes figures sont des figures qui se déplacent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider à la place des gens. Et donc voilà, ça doit advenir. Donc une formation sociale hétérogène qui permette de pouvoir ancrer ce discours autre partout. Et puis ensuite, il faut une formation politique. Cette formation politique, quand la situation est mûre, elle émerge des combats qui sont menés avec des figures qui apparaissent. Et c'est pareil, une formation politique efficace, elle est ancrée dans cette formation sociale d'une manière forte, mais elle a un projet politique précis, c'est-à-dire qu'elle a quelques objectifs politiques à atteindre. Quelques objectifs politiques à atteindre. Si je reprends la formation du Parti des Patriotes, parce que patriote, c'est quand même un mot qu'on s'est fait piquer, il faut peut-être le réinvestir autrement. Donc le Parti des Patriotes au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française, c'est des gens qui réclament l'abolition de l'Ancien Régime en disant qu'il faut cesser de considérer qu'on est prisonnier d'un ordre au sens de le clergé, la noblesse, le tiers-état, et qui réclament l'égalité devant le droit.
Donc il y a quelque chose qui est très fort et qui se met en place autour de la question du doublement du tiers et du vote par tête. Ça peut paraître des questions petites, mais autour de ces questions-là, tout s'agrège. Et donc il y a une capacité à produire les questions politiques qui permettent d'agréger et la formation discursive et la formation sociale, et quelque chose qui s'aligne et qui devient puissant. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi être capable d'être intelligent en situation. Et donc une révolution, c'est complexe. Vous diriez qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour... Elles ne sont pas du tout réunies. On est dans une fragmentation sociale absolue. Je ne vois pas de transfuges, je vois des transfuges dans le mauvais sens, c'est-à-dire des gens qui ont prétendument été socialistes, qui veulent se retrouver aux côtés des néolibéraux sans vergogne. Et la place des intellectuels dans la défaite de la gauche, ils ont une responsabilité aussi, les intellectuels? Je pense qu'ils ont une responsabilité, mais je pense que les formations politiques ont une plus lourde responsabilité, parce qu'à chaque fois, enfin le Parti socialiste en particulier, le Parti socialiste est quand même au pouvoir depuis 1981 en tant qu'il incarne supposément la gauche, à tel point que les jeunes générations confondent la gauche et le Parti socialiste et peuvent se retrouver à être ni droite ni gauche parce qu'ils veulent être ni les Républicains ni le Parti socialiste, et qui confondent donc les notions. Donc le PS a incarné la gauche. Il a reçu en son sein toute une série de générations de manière récurrente et régulière de gens qui voulaient s'engager face à la montée du Front National, face à la montée du néolibéralisme. Et donc il a eu l'opportunité de pouvoir produire cette formation sociale hétérogène, articulée à une formation politique. Or, il a constamment fermé la porte. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accueilli réellement les nouveaux militants, et encore moins les intellectuels. Voilà. Donc il y a quelque chose où, certes, les intellectuels sont devenus des experts ou sont devenus des ronds de cuir de la recherche ou de l'université, mais ils ne le sont pas devenus sans avoir tenté des gestes. Et quand on est trop souvent rabroué ou pas du tout écouté, ou quand on produit une pensée divergente, ce qui est quand même notre fonction sociale de produire de la pensée divergente, on est écarté. À un moment donné, on fabrique autre chose. Ce n'est pas pour excuser, je pense qu'on peut aussi se battre même dans des configurations désagréables, mais je pense que la responsabilité des structures qui auraient dû accueillir cette parole est très grande. Merci beaucoup Sophie Vanish, merci de nous avoir accueillis. Demain, je recevrai le comédien Philippe Durand. Il a mis en scène La parole des ouvriers de Fradible dans un spectacle qui se joue à Paris ce soir et demain soir. Vous avez une question pour lui? Oui, est-ce que si on essaye de former cette grande formation hétérogène sociale, comment il envisage le rôle justement du spectacle vivant? Alors je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.